Hier, le principe de raison, le cours. Chapitre 7. Les 5 points principaux. À présent et dans la suite de ce cours, tout va dépendre de notre recueillement. Allons-nous ou non demeurer recueillis sur ce que le principe de raison nous dit sans l'énoncer? Si nous restons sur le chemin d'un pareil recueillement, nous pourrons vraiment entendre le principe. Le principe de raison est un de ces principes qui taisent leur être le plus propre. Taire une chose, c'est la laisser sans voix. Entendre ce qui est sans voix demande une ouïe que chacun de nous possède et dont personne ne sait bien se servir. Cette ouïe, Georg, ne dépend pas seulement de l'oreille, mais aussi de l'appartenance, Zugehörigkeit, de l'homme à ce à quoi son être est associé. L'homme demeure accordé, gestimmt, à ce d'où il reçoit sa voix, bestimmt. Il est alors atteint et appelé par une voix dont la résonance est d'autant plus pure qu'elle passe plus silencieusement à travers le bruit des paroles. Rien n'est sans raison, tel est l'énoncé du principe de raison. Nihil est sine ratione. Nous appelons cette formulation du principe sa formulation habituelle. Elle entraîne cette conséquence que, tout d'abord, et pour un long espace de temps, le principe ne perd nulle part le relief d'un principe particulier. Ce qu'il énonce n'attire pas l'attention et demeure simplement, dans le cours des représentations humaines, une chose courante. Leibniz, au contraire, a rattaché le principe de raison à sa banalité et en a fait un principe suprême. Il lui a donné la formule rigoureuse du principium randedae rationis sufficiensis. Sous cette forme, le principe de raison déclare: rien n'est sans raison suffisante qui veut être fournie. Ce qui s'énonce sous la forme affirmative, tout ce qui est a sa raison suffisante qu'il faut fournir. En peu de mots, rien n'est sans raison. Mais en dernier lieu, c'est avec une autre accentuation que le principe de raison s'est fait entendre à nous. Au lieu de rien n'est sans raison, nous disons maintenant rien n'est sans raison. L'accent s'est déplacé de rien vers est et de sans vers raison. Le mot est désigne toujours de quelque manière l'être. L'accent ainsi déplacé nous fait percevoir une harmonie entre l'être et la raison. Dans cette nouvelle accentuation, le principe nous dit qu'à l'être appartient une chose telle qu'une raison. Le principe parle maintenant de l'être. Sans doute, au premier abord, ce qu'il dit peut être facilement mal compris. À l'être appartient la raison, pour être entendu au sens de l'être a une raison, c'est-à-dire est fondé. De cela le principium rationis ne parle jamais. Nous voulons dire le principe de raison tel qu'on l'entend d'ordinaire et tel qu'il est accepté comme valable. Ce que le principe affirme être fondé, c'est toujours et uniquement l'étant. La formule à l'être appartient la raison dit au contraire quelque chose comme l'être fonde en tant qu'être. C'est pour cela seulement que l'étant a toujours sa raison. La nouvelle accentuation fait apparaître le principe de raison comme un principe concernant l'être. Il en résulte qu'en ce moment même où nous examinons le principe ainsi accentué, nous nous mouvons dans le domaine de ce que l'on pourrait désigner sous le titre général de question de l'être. Si nous comprenons le principe de raison comme un principe concernant l'être, il semble qu'alors nous laissions tomber la question de l'essence de la raison ou fond. Mais c'est seulement le contraire qui a lieu. C'est uniquement par le principe de raison autrement accentué que l'examen de l'essence de la raison ou fond accède au domaine qui est le sien. Il s'agit maintenant d'apercevoir qu'une chose telle que le fond appartient à l'essence de l'être, d'apercevoir en quel sens elle lui appartient. Être et raison
sont inséparables. C'est à partir de son union avec l'être en tant qu'être que le fond reçoit son essence. Inversement, c'est à partir de l'essence du fond que l'être règne et gouverne comme être. Raison et être sont la même chose, mais ils ne sont pas interchangeables, ce que suffit à montrer la différence des deux mots. L'être et son essence est fond. C'est pourquoi l'être ne peut jamais avoir encore à son origine un fond ou une raison qu'il devrait le fonder. Ainsi le fond demeure-t-il à l'écart de l'être. Le fond demeure à distance de l'être à distance duquel se tient le fond. L'être à fond perdu, si l'on peut dire, est l'abîme. Pour autant que l'être comme tel est en soi raison qui fonde, il demeure lui-même son fond. L'être ne tombe pas sous le coup d'un principe de raison auquel seul l'étant est soumis. Considérons attentivement la forme que nous donnons au message du principe de raison en tant que principe concernant l'être. Il apparaît alors que la façon dont nous parlons de l'être est étrange, à vrai dire, non recevable. Nous disons qu'être et raison sont même chose, que l'être est l'abîme. Quand nous disons d'une chose elle est ou elle est ceci et cela, nous la représentons là comme étant. Seul l'étant est, mais l'est lui-même, l'être n'est pas. Ce mur qui se trouve devant vous et derrière moi est. Il se montre à nous sans intermédiaire, comme chose présente. Mais où est son nez? Où chercher la présence du mur? Déjà, probablement, ces simples questions s'égarent. Et pourtant le mur est. On voit qu'est et être ne sont pas des termes comme les autres. Pour tenir compte de cette singularité, énonçons comme suit ce que le principe de raison nous dit en tant que principe sur l'être. Être et raison, le même être, l'abîme. Nous venons d'observer qu'on ne peut pas dire que l'être est raison. Une telle façon de parler, inévitable au début, ne concerne pas l'être. Elle ne l'atteint pas dans ce qu'il a en propre. Nous disons d'un côté être et raison, le même. Nous disons de l'autre être, l'abîme. Il s'agit de penser l'accord des deux propositions. L'accord de propositions qui ne sont plus des propositions. Pareille entreprise n'exige rien de moins qu'une transformation de notre monde de pensée. Une transformation telle qu'elle répond à l'état de choses que le principe de raison révèle en tant que principe concernant l'être. Cette transformation de la pensée, nous n'y arriverons ni par une théorie de haut vol, ni par quelque opération kabbalistique, mais seulement en frayant un chemin qui nous conduise à proximité de l'état de choses en question. Il apparaît alors que de tels chemins font eux-mêmes partie de l'état de choses. Plus nous nous approchons de notre but, et plus le chemin gagne en signification et importance. Si donc, dans les développements qui vont suivre, il est assez souvent question de chemin, c'est alors que la chose elle-même qui, de cette façon, réussit à nous parler. Les considérations sur le chemin ne sont pas de simples réflexions sur la méthode, l'aiguissement d'un crayon qui ne trace encore aucune figure. Il s'agit maintenant d'accéder au domaine de cet état de choses dont nous parle le principe de raison en tant que principe concernant l'être. Telle sera la tâche des prochains exposés, et ils nous fourniront une occasion et nous mettrons en état d'éprouver nous-mêmes le sens et de mesurer la portée des formules. Être et raison, le même, et être, l'abîme. Examiner le principe de raison comme principe concernant l'être, c'est le suivre là où il nous mène,
lorsqu'il est authentiquement pensé. Mais avant de tenter cet examen, reportons-nous un instant à la pensée au début de ce cours. Il a commencé ainsi. Le principe de raison s'énonce. Nihil est sine ratione. On traduit rien n'est sans raison. Ce que le principe de raison énonce est clair. Nous avons fait du chemin depuis lors et, du point où nous en sommes, nous observons maintenant qu'au début du cours, nous avons accentué le principe de raison comme on le fait d'habitude. D'où le sens tout a une raison. Mais ayant appris que le principe de raison admet, et peut-être même exige, un changement d'accentuation, nous ne pouvons plus aujourd'hui nous retenir de demander pourquoi cette nouvelle accentuation n'a-t-elle pas été introduite tout de suite, au début même du cours. Pourquoi le principe de raison n'a-t-il pas alors été exclusivement considéré avec la nouvelle accentuation? Il serait apparu aussitôt comme un principe concernant l'être. S'il s'agit effectivement de l'approfondir comme principe concernant l'être, nous aurions bien pu passer de tout ce qui a été exposé jusqu'à présent. En un certain sens, ces remarques sont exactes. Elles ne nous autorisent pas, cependant, à déclarer utile le trajet que nous avons accompli. Comment, au début de ce cours, et après avoir cité rapidement le principe de raison tel qu'il est accentué d'ordinaire, aurions-nous pu penser aussitôt le même principe avec une autre accentuation? Vu surtout que cette seconde accentuation n'est pas dérivée de la première. La seconde accentuation surgit en nous d'elle-même, et pour elle-même, sans référence à la première. Le changement d'accentuation est subit. Il représente un saut de la pensée, sans l'aide d'aucune passerelle, c'est-à-dire sans la continuité d'une progression. Le saut conduit la pensée dans une autre région et dans un autre mode du dire. Nous reconnaissons par là que le chemin parcouru ne constitue qu'un passage unissant la région du principe de raison à celle du principe concernant l'être. Comme nous l'avons relevé souvent et à dessein, nous avons tourné autour du principe de raison. Il est vrai. Mais ces tours et détours nous ont rapprochés du sceau. Les détours ne peuvent évidemment remplacer le sceau, encore moins l'accomplir, mais ils conservent leur valeur d'un certain point de vue, notamment comme préparation au sceau. Nous allons donc rappeler brièvement les points principaux que nous avons rencontrés quand nous tournions autour du principe de raison. Ils sont au nombre de 5. Mais le rappel de ces 5 points doit être plus qu'un simple redit de ce qui a déjà été exposé. Le rappel voudrait nous ouvrir une échappée sur la corrélation interne des 5 points principaux. Corrélation qui, mettant en lumière quelque chose qui est doué d'unité, est unique et à quoi, après le saut, il nous faudra encore penser. Ce n'est même que par le saut que nous parvenons à y penser, à le commémorer. Très vite, nous comprendrons mieux comment les exposés antérieurs ont préparé le saut qui va du principe de raison au principe concernant l'être. Le chemin suivi jusqu'à présent nous a conduits à et par champ dont le sceau a besoin pour prendre son élan. Le sceau lui-même est en suspens dans l'air. En quel air? En quel éther? Le sceau nous l'apprendra. Le principe stats de raison n'est pas seulement un stats en tant que principe suprême. Il est un stats en ce sens privilégié qu'il est un sot. On dit en allemand d'un bon mit einem Stat, il était déjà dehors. Au sens d'un tel stat, le principe de raison est un saut dans l'essence de l'être. À proprement parler,
Nous ne devrons plus dire que le principe de raison est un principe touchant l'être, mais bien qu'il est un saut dans l'être en tant qu'être, c'est-à-dire comme fond. Nous l'avons effleuré, le premier des 5 points principaux, lorsque nous avons parlé de la durée d'incubation du principe de raison. Le message du principe sous sa forme ordinaire se révèle par des résonances que la pensée occidentale a sans doute toujours perçues d'une manière ou d'une autre. Seulement, il a fallu un calcul de l'histoire, 2300 ans, pour que le principe de raison se produisît un jour comme tel, et qu'il se laissa formuler comme principe. En attirant l'attention sur cette durée d'incubation exceptionnellement longue, nous demandions: où le principe de raison a-t-il si longtemps dormi? Comment a-t-il rêvé d'avance à ce qui, en lui, était encore impensé? La question restait sans réponse. Mais à présent, quoique d'une manière encore imprécise, nous regardons déjà dans la direction d'où une réponse peut venir. Si, en effet, le principe de raison est un principe concernant l'être, alors sa durée d'incubation est liée au fait que ce dont en réalité il parle, à savoir l'être, dort encore au sens propre du terme. Nous n'entendons aucunement signifier par là qu'il n'y eut pas d'être pendant la durée d'incubation du principe. L'histoire de la métaphysique ancienne et médiévale atteste que d'ores et déjà l'être apparaissait, toutes les fois qu'on s'interrogeait au sujet de l'étant comme tel. Parler du sommeil de l'être veut dire l'être comme tel n'est pas encore sorti du sommeil, de telle sorte qu'il regarde du haut de son essence éveillée. Aussi longtemps que l'essence de l'être se dérobe, nous ne pouvons pas non plus découvrir ce que son être a anticipé. Mais, si nous voyons le principe de raison comme un saut dans l'être en tant qu'être, alors le tableau change. Ce que nous avons appelé son temps d'incubation prend à présent les traits d'une époque où l'être comme tel se dérobe. Que l'être se dérobe et son essence se voile. Ce qui ne veut pas dire non plus que l'être soit et reste caché purement et simplement, car dès que l'étant comme tel apparaît dans son être, Sein, le paraître de l'être est en jeu dans l'apparaître de l'étant. Ceci peut être rendu plus clair par n'importe quelle expérience quotidienne, prise au petit bonheur. Nul besoin de choisir ici des cas particuliers. Quand par exemple les prairies verdissent au printemps, dans l'apparition des prairies vertes, c'est-à-dire d'un certain étang, c'est alors que la puissance de l'activité de la nature se manifeste. Pourtant, nous nous promenons par les prairies verdoyantes sans que la nature apparaisse elle-même comme nature. Et même, si nous pressentons alors sa présence vivante, et si nous saisissons ce pressentiment dans une représentation qui détermine, voire même dans un concept l'essence, Wesen, de la nature, se tient encore caché comme être, Sein. Que l'essence de l'être se voile. Cette occultation n'en demeure pas moins, en même temps, la façon dont l'être se tourne vers nous, se dispense à nous dans les temps. C'est de cette dispensation que procède le dessein conformément auquel il y a incubation du principe de raison. Nous avons indiqué le second des points principaux, lorsque nous avons montré que et comment Leibniz avait donné au principe de raison la forme rigoureuse du principium randandae rationis sufficiensis. Du fait de l'élévation expresse du principe de raison à la dignité d'un principe suprême, la proposition qui le constitue apparaît pour la première fois, et pour ainsi dire éclate au jour, comme une proposition de la nature du principe, ce qui met fin à l'incubation du dit principe. Celle-ci est l'effet d'une dispensation de l'être, où l'être comme tel se dérobe. Si maintenant l'incubation prend fin à l'heure même où le principe de raison est posé comme principe suprême,
Cette fin de l'incubation doit résulter de ce que dans l'intervalle, la dispensation de l'être a tourné, vraisemblablement, en ce sens que l'être comme tel s'est éveillé et se laisse voir. Or c'est là précisément ce qui n'a pas lieu à la fin du temps d'incubation. Quelque chose a bien changé dans le dessein de l'être, mais en un tout autre sens. C'est seulement quand le principe de raison parvient à s'affirmer ouvertement comme principe suprême que se libère la puissance propre du dit principe comme principium rationis. C'est alors seulement que commence la domination du principe, en ce sens manifeste que toute représentation, dans le domaine entier de la pensée, se conforme à l'appel exigeant que la raison suffisante soit inconditionnellement fournie pour tout ce qui est. Mais par là se soustrait complètement à notre vue, par là s'évanouit pour longtemps la possibilité que le principe de raison nous apparaisse comme un saut dans l'être. Aussi, est-il permis de supposer que depuis lors, l'être en tant qu'être se dérobe encore plus résolument que pendant l'incubation du principe. Mais n'avons-nous pas observé ici qu'en domine le retrait de l'être, c'est seulement de telle façon qu'en même temps, l'être qui se dérobe demeure précisément dans un mode du paraître. Comment y demeure-t-il? Étant comme tel apparaît autrement. Désormais, il s'impose et s'oppose à l'acte représentatif. L'étant apparaît comme objet et l'être apparaît comme objectivité des objets. L'objectivité ou objectivité des objets entre en corrélation avec la subjectivité des sujets. L'être comme objet des objets se trouve inclus dans la relation qui soutient avec l'acte représentatif du sujet. Cette relation entre sujet et objet est désormais considérée comme le seul domaine où l'on puisse décider de l'étant sous le rapport de son être. En d'autres termes, décider de l'être, mais seulement de l'être en tant qu'objectivité de tel ou tel objet. Jamais de l'être comme tel. Apparaissant dans l'objectivité des objets, l'être confie sa déterminabilité à l'acte représentatif, au sens de la représentation réfléchissante. Celle-ci fournit l'étant comme objet à la représentation. Ainsi s'ouvre à nous, pour la première fois, le domaine où la fourniture des raisons de l'étant peut être organisée comme telle. C'est alors seulement que devient possible ce que nous appelons science moderne de la nature et technique contemporaine. On a beaucoup discuté ces temps derniers touchant la nature et la portée de la validité à reconnaître au principe de causalité. Mais de tels débats n'ont de sens que par la situation commune des opinants, tous placés sous un même appel, demandant qu'une raison suffisante soit fournie pour toute représentation. Le fait que l'être se revêt de l'objectivité des objets pour se dispenser comme tel, mais nous dérobe son essence propre d'être, définit une nouvelle époque du retrait. Cette époque caractérise l'essence intime de l'âge que nous appelons les temps modernes. Disons donc ceci. La pensée de Leibniz ayant mis fin à l'incubation du principe de raison, avec cette pensée cesse évidemment l'incubation du principe désormais notoire, mais aucunement l'incubation du même principe en tant que principe concernant l'être. Au contraire, du fait même que le principe de raison s'impose comme principe souverain, comme principium radandae rationis sufficiensis, il tombe, pour ainsi dire, dans un sommeil encore plus profond et son incubation s'accuse en un retrait encore plus résolu de l'être comme tel. Aujourd'hui, le retrait de l'essence de l'être paraît atteindre à son point extrême. Aujourd'hui, disons-nous, entendant par là l'âge atomique à ses débuts, en lequel vraisemblablement l'époque moderne arrive à son entier épanouissement,
Pour autant que l'élément fondamental qui a marqué le début de cette époque se déploie sans entrave et jusqu'à ses dernières limites. Nous avons nommé le troisième des 5 points principaux lorsque nous avons mis en lumière le principium radanae rationis sufficiensis sous son aspect du principium grande, magnum et nobilissimum, comme le grand, le puissant, l'éminent principe. Il s'agit alors de montrer que la prétention qu'élève la raison à être fournie vise plus loin qu'à être acceptée comme une règle abstraite de la pensée. La force de cette prétention s'affirme d'une façon peu rassurante en ce que l'existence historique de l'homme sur Terre est déterminée par les énergies naturelles et par la manière dont elles sont captées et utilisées. Que la nature apparaisse dans ces énergies veut dire la nature est devenue l'objet d'une activité représentative faisant ressortir les processus naturels comme un fond calculable qu'elle met en lieu sûr. Aux remarques touchant cette affirmation de puissance du principe de raison, nous avons ajouté la question: d'où vient l'appel de la raison qui veut être fournie? Émane-t-elle de l'être même de la raison? Pour cette question encore, le chemin de la réponse nous est désormais montré. Car si le principe de raison est bien un principe concernant l'être, si raison et être parlent le même langage, c'est alors que le destin de l'être qui, dans la prétention expresse et souveraine de la raison à être fournie, se manifeste une puissance encore inconnue. En ce fait réside la garantie que c'est uniquement dans le retrait extrême de l'être que la pensée perçoit l'essence de l'être, ce qui probablement est tout à fait dans l'ordre des choses humaines. Si réellement nous sommes ainsi constitués que c'est seulement à l'heure où nous la perdons que notre richesse se révèle à nous. Percevoir l'essence de l'être veut dire, d'après les remarques faites entre-temps, réunir dans une même pensée l'essence de la raison et l'être comme tel. Nous nous y préparons en considérant dès le début que ce que l'on appelle raison peut avoir des relations multiples avec la chose, que la raison fonde et avec la façon dont elle le fonde. Nous avons rencontré le quatrième des 5 points principaux lorsque nous avons pris sous notre attention la sentence d'Angelius Silesius, de ce poète dont Leibniz, quoique plus jeune, était encore le contemporain. La rose est sans pourquoi, mais non pas sans raison. Le pourquoi nomme cette raison qui ne fonde jamais que si elle est en même temps représentée comme raison. La rose, au contraire, pour être rose, c'est-à-dire pour fleurir, n'a pas besoin de se représenter expressément la raison de son fleurir. Pourtant la rose qui fleurit parce qu'elle fleurit n'est pas sans raison. Le parce que nomme la raison, mais une raison étrange et vraisemblablement supérieure. Que veut dire la rose fleurit parce qu'elle fleurit? Ici le parce que ne renvoie pas, comme d'habitude, à quelque chose d'autre qui ne serait pas un fleurir et qui devrait fonder la floraison à partir d'une altérité. Le parce que de la sentence renvoie simplement à la floraison à elle-même. La floraison est fondée en elle-même, à sa raison avec et en elle-même. Elle est pure éclosion hors de soi, pur éclat de ce qui brille. Mais ce qui est beau brille en soi-même, bienheureux. Dit Maurice dans le dernier vers de sa poésie sur une lampe. La beauté n'est donc pas une qualité, une parure qui viendrait s'ajouter à ce qui est. La beauté est un mode suprême de l'être, c'est-à-dire ici pure éclosion hors de soi, pur paraître et briller. Le plus ancien des penseurs grecs disait Phésis,
terme dont nous altérons le sens irrémédiablement quand nous le traduisons par nature. Le parce que introduit la raison, mais dans la sentence, la raison est le simple fleurir de la rose, le fait qu'elle est une rose. Dans la sentence, la rose est sans pourquoi, le principe de raison n'est pas nié. Au contraire, ces premières résonances se font déjà entendre, de sorte qu'à certains égards, la raison devienne ici perceptible comme être, et l'être comme raison. Et pourtant, ces premières résonances de la raison comme être ne peuvent être entendues comme telles dans le domaine du mode de pensée propre à la sentence. Encore moins la pensée peut-elle les y plonger. Bien plus, elles se perdent insensiblement au bénéfice de l'appel du principium grande. Cette perte des résonances est toutefois en rapport avec ce que nous avons appelé le destin de l'être, lequel destin s'impose de façon qu'en lui l'être comme tel se dérobe toujours plus résolument au bénéfice de la primauté qui semble appartenir à l'étant seul, parce que lui seul a figure d'objet. Le cinquième des 5 points principaux a été mentionné lorsque nous avons donné au principe de raison une autre accentuation, attirant alors l'accentuation sur le fait qu'il pouvait être accentué de 2 manières. Nous pouvons souvent, lorsque nous prononçons une phrase, varier l'intonation des différents mots. Dans le cas présent, le changement d'accentuation n'est pas une question indifférente de goût personnel. C'est un point d'importance et même un point essentiel qui décidera de la route à suivre. Car avec la nouvelle accentuation, le principe de raison devient un tout autre principe, autre, non seulement dans ce qu'il a dit, comme principe concernant l'être, mais aussi quant à la manière dont il le dit, dont il est. Alors encore une proposition Stadt. En ce qui concerne la manière dont il parle, nous nous trouvons placés devant la question d'une façon générale. Le principe concernant l'être est-il encore une proposition au sens de la grammaire et de la logique? Faisons bien attention à la forme sous laquelle nous énonçons et émettons par écrit le principe concernant l'être. Nous venons de rappeler les 5 points principaux, c'est-à-dire 1. L'incubation du principe de raison. 2. La constitution en principe suprême. 3. L'appel déterminant pour notre époque du principe de raison comme principe très puissant. 4. La raison comme pourquoi et comme parce que. 5. Le changement d'accentuation du principe de raison. Ce rappel concernant notre regard sur une situation simple, dont nous méditons l'unité et le caractère unique, quand nous pensons le principe de raison comme un saut dans l'être en tant qu'être, c'est-à-dire quand nous accomplissons ce saut.